1524 marqua la naissance de Catherine Carré, au cœur de l'Angleterre tumultueuse des Tudors, une époque où le pouvoir était incertain et où la valeur des femmes était souvent évaluée à leur capacité de procréer plutôt qu'à leur volonté personnelle. Catherine naquit de Mary Boleyn, ancienne maîtresse d'Henri VIII. Dès ses débuts, sa vie fut baignée de rumeurs scandaleuses. Était-elle la fille de William Carré, son épouse officiellement déclarée? Ou était-elle la progéniture secrète d'Henri VIII, conçue lors d'une liaison que l'histoire refusa de reconnaître ouvertement? La vérité demeurait insaisissable, mais la rumeur persista comme un voile de fumée, imprégnant chaque espace qu'elle fréquenta. Cette énigme la marqua durablement et façonna la perception qu'on avait d'elle tout au long de sa vie. Catherine passa son enfance dans le voisinage précaire des Boleyn. Catherine, enfant, vivrait assez longtemps pour connaître le prix de l'ambition familiale, entretenant des liens étroits avec Anne Boleyn, qui devint reine et transforma l'Angleterre, et George Boleyn, son oncle qui mena la vie de cour avec audace. Cependant, cette influence influente eut un prix. Catherine assistera à la chute d'Anne, à son exécution à Tower Green, et à la peur qui s'ensuivit lorsque la lame du bourreau s'abattit, emportant non seulement la vie d'Anne, mais menaçant aussi tous ceux qui portèrent le nom de Boleyn. La lignée des Boleyn était à la fois source d'avantages et de dangers, offrant des opportunités mais mettant aussi Catherine en danger constant. Dès son plus jeune âge, elle comprit la leçon que toute femme Tudor devait comprendre. La survie ne dépendait pas de la force physique, mais de l'assurance, de la soumission et d'alliances matrimoniales stratégiques. Le corps d'une femme lui appartenait rarement. Outil de manœuvre politique, cette époque servit de tremplin aux hommes pour concrétiser leurs aspirations. Au début de l'âge adulte, la question n'était plus de savoir si Catherine allait se marier, mais de savoir qui serait son prétendant. En 1540, elle épousa Francis Nullus, un homme vénéré pour sa réputation, sa loyauté et son potentiel politique. Cette union fut perçue comme bénéfique, lui assurant la stabilité malgré la disgrâce de sa famille à Boleyn. Cependant, même au sein de ce mariage, Catherine comprenait son objectif: avoir une descendance, établir une dynastie au sein d'une dynastie, faire le lien entre le pouvoir hérité et l'avenir imaginé par son époux. Et elle en eut. 16 fois, Catherine porta la vie en elle, et 16 fois elle bravait le supplice de l'accouchement, une épreuve qui, dans l'Angleterre des Tudors, représentait l'un des risques les plus graves pour une femme. Chaque grossesse était une menace mortelle. Les sages-femmes étaient compétentes, mais la médecine était rudimentaire, et la frontière entre joie et tristesse était précaire. Les femmes murmuraient des supplications tandis que leur corps endurait la douleur, incertaine de pouvoir reprendre conscience après avoir accouché. Catherine survécut à de nombreuses années, mais chaque vie sauvée eut un coût. Son corps s'affaiblissait, son esprit s'épuisait, et pourtant la société ne lui témoignait aucune compassion, nourrissant plutôt de l'anticipation. Pour elle, 16 enfants n'étaient pas le signe d'une épreuve, mais plutôt d'un devoir accompli. Ces enfants n'étaient pas de simples fils et filles, ils étaient des pions sur le grand échiquier de la politique des Tudors. Chaque enfant incarnait le potentiel d'alliance, de service et de progression des lignées Nollus et Boleyn. L'aîné de Catherine, Henri Nollus, devint une figure politique importante, exerçant une influence dans la dynamique époque élisabéthaine. William Nollus, un autre fils, accéda au titre de comte de Banbury, se faisant une place au sein de l'aristocratie. Francis Nollus le Jeune s'imposa au Parlement grâce à son intelligence, qui rappelait celle de sa mère, même si elle ne la révéla jamais pleinement. Lettice Nollus, la fille de Catherine, épousera plus tard Robert Dudley, comte de Leicester, favori d'Elizabeth Eyre. Cette union déclencha une agitation à la cour, Elizabeth chérissant Dudley, probablement le seul homme qu'elle aimait véritablement. Le mariage de Lettice avec lui fut une blessure incurable, mais témoigna aussi de l'influence maternelle de Catherine, qui guida une famille cruciale pour le cours des événements en Angleterre. Chaque enfant fut un fil conducteur de l'histoire. Marguerite, Élisabeth, Robert, Richard, Thomas, Anne, Catherine, chacun portant sur ses épaules son destin et ses aspirations uniques. La vie de Catherine fut marquée à la fois par de longues périodes de prospérité et par des décès prématurés, à l'image de nombreux descendants Tudors, victimes de maladies, d'accidents ou des coups du sort.
Avec peu de répit pour le deuil ou le repos, chaque enfant sevré était rapidement remplacé par une nouvelle grossesse. Ce cycle inexorable se reflétait chez de nombreuses femmes de son époque. Ce qui caractérisait véritablement le récit de Catherine ne résidait pas seulement dans le nombre d'enfants qu'elle portait, mais plutôt dans leur impact transformateur sur la cour élisabéthaine. Dames d'honneur, soldats, politiciennes et courtisanes, ils devinrent son héritage durable, mais constituèrent aussi les entraves qui entravaient sa propre vie. Cependant, l'histoire de Catherine ne se limita pas à la naissance de ses enfants. Elle fut également placée au plus près du pouvoir en tant que dame d'honneur d'Elizabeth Eyre. À ce titre, elle supervisait les routines quotidiennes, les vêtements, les appartements et les rituels privés de la reine. Servir à un tel poste ne se résumait pas à être un simple serviteur, c'était être une confidente, une observatrice muette des caprices et des mystères du monarque. Catherine et Élisabeth avaient ni plus que leurs devoirs en commun. Elles partagèrent de possibles liens de sang si les rumeurs étaient fondées. Catherine aurait pu être engendrée par Henri VIII plutôt que par William Carré. Si tel était le cas, alors elles étaient demi-sœurs, liées par des liens que le monde ne pouvait reconnaître ouvertement. C'est peut-être cette relation qui amenait Élisabeth à chérir profondément sa cousine, lui accordant une confiance qu'elle accordait à peu d'autres. Les Tudors prospéraient grâce au secret, et Catherine elle-même était une figure secrète qui marchait, vivait et respirait au quotidien auprès de la reine. Malgré le faste de la vie de cour, Catherine portait le poids de son sexe et de son âge. La cour des Tudors était un lieu de grandeur, mais sous les soieries et les bijoux se cachait un péril constant. Un mot imprudent, un regard mal interprété, l'émergence d'une faction adverse, tout pouvait mener à la ruine. Les accouchements répétés mettaient constamment la vie de Catherine en danger, chacune de ses 16 grossesses, poussant son corps au-delà de ses limites. Le danger guettait chaque grossesse, infection, hémorragie ou fièvre pouvaient la tuer. Malgré cela, certains de ses enfants s'épanouirent, tandis que d'autres restèrent faibles et vulnérables, certains succombant en bas âge, laissant derrière eux un profond chagrin dans une société où la mortalité infantile était répandue. Chaque perte laissa une marque indélébile dans l'âme de Catherine, mais chaque enfant qui survit la liait plus étroitement à son devoir. Comprendre Catherine, c'est comprendre les épreuves endurées par les femmes sous l'Angleterre des Tudors. Même la noblesse ne les protégeait pas des dures réalités de leur sexe, leur valeur était déterminée par les dots, les alliances politiques et le nombre d'enfants qu'elles portaient. Une reine pouvait porter une couronne, mais sa valeur restait liée à sa capacité à engendrer des héritiers. Pour des femmes comme Catherine, échapper à ce cycle semblait impossible, et pourtant, elle parvint à marquer l'histoire en s'y conformant. Catherine était le pilier du royaume élisabétain, assurant la stabilité de la reine et assurant une présence constante au sein du bastion Tudor. Malgré son rôle inestimable, elle fut souvent négligée, célébrée pour sa fertilité, mais rarement reconnue pour la résilience qu'elle exigeait. Au fil du temps, Catherine fut témoin des transformations de l'Angleterre. Elle observa le règne tumultueux d'Henri VIII, l'ascension et la chute des reines, le bref règne d'Édouard VI, la terreur de Marie Eyre et, enfin, l'âge d'or d'Élisabeth. Tout au long de ces changements, elle resta inébranlable, spectatrice silencieuse mais inflexible des bouleversements religieux, des luttes pour le trône et des incessantes machinations des hommes en lutte pour le pouvoir. Ses enfants devinrent adultes, forgeant leurs propres alliances et occupant des postes qui permirent au nom de Norlis de perdurer dans l'histoire. En 1569, Létice, fille et confidente de Catherine, provoqua l'un des plus grands scandales de la cour d'Élisabeth, en épousant secrètement Robert Dudley. Cette trahison, si impardonnable pour la reine, rappela brutalement que les enfants de Catherine n'étaient pas de simples fardeaux. Ils étaient désormais des acteurs essentiels des jeux complexes d'amour et de pouvoir qui caractérisaient autrefois la jeunesse d'Élisabeth. Épuisée par la vie, Catherine avait tout donné, sa vitalité, sa santé et sa force, à sa famille, à son mari et à la reine. À l'annonce de sa mort, Élisabeth aurait été profondément affligée. Elle exigea que Catherine soit enterrée à l'abbaye de Westminster, un honneur rarement accordé à ceux qui ne faisaient pas partie des plus hautes sphères de la royauté. Les funérailles furent solennelles, témoignant du fait qu'Élisabeth ne pleurait pas seulement une cousine ou une servante, mais quelqu'un qui l'avait soutenue sans faille tout au long de sa vie.
Enterrer Catherine. C'était comme enterrer pour Élisabeth un fragment de son propre récit, entrelacé de secrets, de murmures et de vérités inavouées. La vie de Catherine Carey est révélatrice des récits cachés qui se cachent sous la surface de l'histoire. Elle était plus qu'un simple nœud dans un arbre généalogique, plus que la mère de 16 enfants, plus que la dame d'honneur. C'était une femme qui a subi les tourments de son époque, qui portait en elle l'avenir des dynasties, qui se tenait près du trône, mais qui était toujours menacée par sa voracité. Son récit nous force à nous confronter à la contradiction de la féminité Tudor, vénérée pour sa fertilité, mais pénalisée par son prix, applaudie pour sa loyauté, mais réduite au silence par obligation, dont on se souvient non pas pour sa propre voix, mais pour celle des enfants qu'elle a engendrés. Il y a peut-être une étrange justesse dans la façon dont on se souvient de Catherine Carey, car la descendance qu'elle a mise au monde et la reine qu'elle a servie ont assuré la pérennité de sa mémoire. Sa lignée a circulé dans les veines des courtisans, des nobles et des hommes d'État, se mêlant à l'essence même de l'Angleterre. Un nom autrefois prononcé dans des murmures de scandale est devenu un héritage gravé dans les pierres de Westminster, et sa vie, façonnée par le devoir et le courage, continue de résonner comme un témoignage aux femmes du royaume Tudor, qui ont supporté leurs souffrances en silence, consenti d'innombrables sacrifices, et porté le fardeau d'un royaume grâce à leur résilience. La mort de Catherine Carey n'a pas seulement provoqué le deuil d'une reine, elle a laissé derrière elle un héritage gravé dans la chair et le sang, car elle avait porté en elle le poids de 16 âmes. Chaque enfant était à la fois triomphe et tourment, rappelant son endurance et le lourd tribut de la féminité dans l'Angleterre Tudor. Comprendre Catherine, c'est s'intéresser non seulement à elle-même, mais aussi à sa descendance, dont les vies ont perpétué son histoire au-delà de son enterrement à l'abbaye de Westminster. Son premier-né, Henry Knollys, naquit alors qu'elle n'avait que 20 ans. L'accouchement fut difficile, typique des premières naissances, mais Henry s'épanouit, devenant un garçon robuste qui allait devenir un homme influent au sein du foyer. Pour Catherine, la naissance sans encombre d'Henry fut non seulement un soulagement, mais aussi la confirmation qu'elle avait rempli ses devoirs conjugaux. Avec Henry dans ses bras, elle consolida son statut au sein de la famille Knollys et assura la continuité de la lignée de son mari. L'expérience traumatisante de l'accouchement fut une dure introduction à une vie remplie d'épreuves, qu'elle accepta comme le début de bien d'autres. Henry devint plus tard député, même si sa carrière progressa à un rythme soutenu, sans toutefois atteindre des sommets exceptionnels. Chaque enfant, né de Knollys dans la vie publique, renforça l'emprise de sa famille sur le monde politique anglais. Peu après, Guillaume naquit, et sa naissance soumit Catherine à nouveau aux affres de l'accouchement. Des sages-femmes l'assistèrent, pendant des heures de douleur, et dans la pièce faiblement éclairée, Catherine murmura des prières, espérant que son corps ne la trahirait pas. Guillaume s'épanouit, le menant à des titres et à une éminence. Il devint finalement comte de Banbury, symbolisant la prospérité croissante des Knollys. Cependant, son enfance ne se résuma pas à un titre, mais à un cycle interminable de nuits blanches, d'allaitements et de craintes constantes que la maladie ne l'emporte. Cette peur hantait toutes les mères Tudor, car la frontière entre la vie et la mort pour un enfant était dangereusement ténue. Après Guillaume, vint Francis Knollys le jeune, un autre fils destiné à la politique. Le corps de Catherine portait les cicatrices de la souffrance à chaque nouveau-né. À son arrivée, François Ier avait enduré l'épuisement courant chez les femmes fréquemment accouchées. Cependant, elle persévéra, non par libre arbitre, mais grâce aux attentes de la société. François Ier s'imposa à la Chambre des communes et au Parlement élisabétain, prononçant des discours passionnés qui résonnèrent dans les couloirs. Bien que Catherine ait rarement eu l'occasion de prendre la parole, la ténacité de sa mère semble avoir parcouru ses veines. Létice, née dans la cinquantaine, était une femme magnifique dont la beauté susciterait plus tard le ressentiment d'une reine. À la naissance de Létice, Catherine n'avait peut-être pas prévu les turbulences que sa fille allait créer. Pour l'instant, elle n'était qu'une mère berçant son nouveau-né, soulagée d'avoir survécu à une autre nuit dangereuse. En grandissant,
Lettice se révéla ambitieuse, assez audacieuse pour épouser Robert Dudley, comte de Leicester, confident de longue date d'Elizabeth Eyre et peut-être même son véritable amour. Le mariage clandestin de Lettice mit à rude épreuve ses relations avec la reine, Élisabeth ne pardonnant jamais à sa parente ce qu'elle considérait comme un abus de confiance. Cependant, pour Catherine, la vie de Lettice prouva que sa progéniture ne serait pas reléguée aux marges de la cour. Au contraire, elle serait plongée au cœur des luttes de pouvoir les plus perfides. Les accouchements persistèrent, chacun rendant Catherine plus vulnérable, tout en ajoutant une couche supplémentaire à la mosaïque familiale. Margaret Knollys, qui succéda à Lettice, servit comme dame d'honneur, reflétant le rôle de sa mère au service de la reine. Elizabeth Knollys, prénommée en l'honneur de sa parente royale, trouva également sa place au sein de la maison de la reine, symbolisant les enfants de Catherine, stratégiquement positionnés à la cour, sous le regard vigilant de la reine. Anne et Catherine, ses autres filles, ont suivi des trajectoires similaires, s'intégrant dans le réseau complexe de la société noble, se mariant, servant et élargissant l'influence de la famille. Chaque fille constituait une pièce maîtresse du jeu matrimonial de la société, mais chacune incarnait la ténacité de sa mère, une puissance silencieuse qui camouflait les prisons opulentes qu'elles habitaient. Robert Knollys, un autre descendant de Catherine, forgea une carrière en politique et en administration. Richard Knollys reflétait cette trajectoire, renforçant l'idée que la lignée Knollys était non seulement prolifique, mais profondément ancrée dans les cercles politiques. Thomas, son fils cadet, connut une espérance de vie écourtée, accablé par la rigueur d'une époque marquée par une maladie impitoyable et une mort subite. La mort d'un enfant fut une blessure jamais complètement guérie pour Catherine. Elle avait donné naissance à un enfant avec son corps, et assister à cette mort était un supplice qu'aucune mère ne pouvait supporter à la légère. Pourtant, elle persista, comme d'innombrables femmes, car il n'y avait pas d'autre solution. Il est aujourd'hui simple, des siècles plus tard, de discuter de noms, d'années et de titres. Derrière chaque enfant qu'elle portait, Catherine subissait des tourments physiques qui semblaient déchirer son corps, endurant une nuit d'agonie, priant pour sa survie jusqu'au lever du jour. Chaque enfant était accompagné de sang versé et d'épuisement, le spectre constant de la mort menaçant. Catherine traversa 16 fois la vallée de la peur, souvent meurtrie ou endeuillée, mais toujours liée aux conventions de son époque. Il est étonnant qu'elle ait vécu aussi longtemps, sachant que de nombreuses femmes succombaient après seulement quelques épreuves de ce genre. Catherine persévéra à travers toutes ces épreuves, comme si sa volonté indomptable la maintenait ancrée dans ce monde jusqu'à ce que ses responsabilités soient remplies. Sa progéniture constituait son héritage politique. On le sentait partout, au Parlement, dans les maisons nobles, et même dans la chambre de la reine. Ce n'était pas une coïncidence. Catherine et son mari reconnaissaient la valeur de la parenté. Une famille peu nombreuse signifiait une influence étendue, des alliances proliféraient, des loyautés entrelacées comme les fils d'une tapisserie. La lignée de Catherine fut préservée, ses 16 enfants évitant le déclin familial, constituant non seulement des accomplissements personnels, mais aussi des atouts stratégiques pour sa survie. Ils devinrent les émissaires de la lignée Knollys, les réceptacles du sang Boleyn, et rappelèrent au monde entier la valeur de l'héritage de Catherine Carré. Cependant, une question persistante hantait leur histoire. Catherine était-elle elle-même la fille d'Henri VIII? Si oui, chaque enfant remontait sa lignée plus près du trône qu'on ne le reconnaissait officiellement. Élisabeth Tudor observait-elle la descendance de son cousin et reconnaissait-elle des vestiges de la lignée de son père? Pourquoi accordait-elle au clan Knollys des titres, des privilèges et des devoirs? Bien qu'Élisabeth restât silencieuse sur ces questions, la rumeur persistait, s'attardant dans les murmures et les recoins. Catherine n'a jamais ouvertement revendiqué un lien royal, mais dans le silence de la nuit, tenant ses nouveau-nés dans ses bras, elle se demandait si leur lignée conservait des traces de monarchie. La vie de Catherine, tout au long de sa vie, resta étroitement liée à celle d'Élisabeth. En sa qualité de dame d'honneur, elle observait les moments les plus intimes de la reine, préservait ses secrets et lui offrait sa compagnie dans une existence autrement solitaire due au pouvoir. Catherine n'était pas une simple servante,
C'était une confidente, une parente, peut-être même l'équivalent le plus proche d'une sœur qu'Élisabeth ait jamais permise. À ce titre, elle était au cœur de la politique des Tudors, au courant de chaque secret, de chaque complot, de chaque succès et de chaque échec. Ses enfants, dispersés à travers la cour, étendirent encore son influence, créant un réseau invisible qui liait sa famille au destin du royaume. Le poids de nombreux enfants n'était pas seulement une contrainte physique, mais aussi émotionnelle. Chaque fils ou fille épanoui cachait un danger potentiel. La variole, la fièvre, le fléau périodique qui menaçait sa maisonnée, étaient autant de dangers auxquels Catherine était confrontée. Elle aurait dû endurer l'appréhension constante d'entendre ses enfants tousser la nuit, d'appliquer des lingettes fraîches sur leur front, irrités par la fièvre, et de craindre le silence de l'aube plutôt que son souffle. La nurserie était un mélange d'amour et de terreur, où aucun enfant n'était à l'abri, aucune mère jamais à l'abri de pensées anxieuses. À la fin des années plein 160, Catherine était lasse. Des années de service à la cour, le cycle incessant des maternités et la pression de la surveillance d'une maison pleine de progéniture l'avaient épuisée. Sa mort en plein 169 laissait derrière elle non seulement son mari et ses enfants, mais aussi une reine qui pleurait comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Élisabeth, souvent critiquée pour sa froideur et sa rigidité, dérogea à son calme habituel. Élisabeth organisa les funérailles de Catherine à l'abbaye de Westminster, un honneur sans précédent et extraordinaire accordé à une personne n'ayant pas de statut royal. L'opulence de la cérémonie témoignait de son affection et de son deuil, comme si elle souhaitait que le monde perçoive Catherine Carré comme plus qu'une simple cousine, plus qu'une servante. Elle incarnait la constance, la résilience et la parenté. À cet instant, le chagrin d'Élisabeth révéla ce que l'histoire occulte souvent, les liens profonds qui unissent les femmes dans une société conçue pour les opprimer. En observant les 16 enfants de Catherine, on perçoit bien plus qu'une liste de noms. On y voit les signes tangibles de sa persévérance, la preuve d'une femme qui a tout sacrifié pour sa famille et sa reine. À travers eux, elle a étendu son influence au-delà de sa propre existence, chaque enfant étant comme une graine semée dans le sol anglais, donnant naissance à des branches de la dynastie Tudor. L'héritage de Catherine Carré imprégna les sphères de la politique et des émotions, du mariage et des rivalités, profondément ancrées dans l'Angleterre élisabéthaine. Née de Catherine Carré, son histoire ne s'acheva pas avec son enterrement à l'abbaye de Westminster. Elle persista au contraire dans les coulisses de l'autorité élisabéthaine. 16 vies émergèrent d'elle, chacune comme un fil conducteur du destin de l'Angleterre. Scruter le règne de la reine Élisabeth Ir, sans reconnaître l'influence spectrale des descendants de Catherine, c'est négliger la structure cachée qui soutenait son monde. Leur présence était omniprésente, dans les parlements, les foyers aristocratiques, et même dans les appartements privés de la reine, rappelant que la famille Kennorlis n'était pas un simple membre de l'aristocratie, mais une force puissante, unie par le sang, les ragots et l'allégeance à la monarchie. De tous ses enfants, Lettice Norlis acquit la plus grande notoriété. Audacieuse, fougueuse et ambitieuse, elle incarnait l'esprit fougueux de la lignée Boleyn. Dès son arrivée à la cour, les conversations tournèrent autour de son charme et de son intelligence, suscitant peut-être une pointe de rivalité chez Élisabeth, qui appréciait sa grâce et son charme. Au début, la reine se montra patiente envers Lettice, peut-être en raison de leur lien familial ou de la reconnaissance de leur intelligence commune. Cependant, le destin conduisit Lettice à Robert Dudley, comte de Leicester, un homme dont la proximité avec le cœur d'Élisabeth était depuis longtemps troublante. Leur mariage clandestin déclencha non seulement un scandale, mais infligea également un préjudice personnel à la reine. Élisabeth, qui avait traversé trahison et rivalité toute sa vie, perçut cet acte non seulement comme un défi, mais aussi comme une atteinte à une affection qu'elle croyait n'appartenir qu'à elle. Malgré son exil de la cour et l'interdiction d'accompagner la reine, le mariage de Lettice persista, démontrant que les enfants de Catherine n'étaient pas de simples pions, mais des figures capables de défier la reine Élisabeth elle-même. La controverse entourant l'union de Lettice dépassa une simple dispute familiale. Elle déclencha une tempête politique. Dudley était le noble le plus influent d'Angleterre, le favori de la reine, et beaucoup spéculèrent qu'il aurait pu devenir son époux. En épousant la fille de Catherine Carré,
La famille Norlis se positionna au cœur du cercle intime de la reine. La colère d'Élisabeth n'était pas seulement émotionnelle. Elle reconnaissait la proximité potentiellement menaçante de la lignée Norlis avec son trône. Certains insinuèrent une fois de plus la filiation de Catherine, insinuant que si elle était bien la fille d'Henri VIII, Lettice était de sang royal. En épousant Dudley, ne fondait-elle pas une dynastie rivale, une union susceptible de remettre en cause le règne d'Élisabeth ? Impitoyable de la reine, Lettice Carré et Élisabeth restèrent éloignés jusqu'à la disparition de cette dernière. À Lettice, l'esprit de Catherine Carré s'embrasa ouvertement, démontrant que ses descendants pouvaient diriger l'histoire avec autant d'audace que n'importe quel monarque. Tandis que Lettice suscitait la controverse, les fils de Catherine traçaient des voies en politique et au service du peuple. Le fils aîné, Henri Norlis, rejoignit le Parlement. Son discours était posé et sa présence inébranlable. Loin d'être un homme de spectacle, il était fiable, une figure dont la loyauté ne fut jamais remise en question. William Norlis gravit les échelons, obtenant finalement le titre de comte de Banbury, sa trajectoire symbolisant l'ascension progressive mais constante de la lignée Norlis. Le fils cadet, Francis, connu pour son tempérament fougueux au Parlement, s'illustra par son esprit mordant et ses positions intransigeantes. Il incarnait la résilience tranquille d'un homme qui avait hérité du courage de sa mère, canalisant dans la reine la vigueur qu'elle avait longtemps réprimée en silence. Leur carrière n'était pas sans péril. La cour élisabéthaine était un paysage périlleux, grouillant de factions et de rivalités susceptibles de provoquer des chutes inattendues. Pourtant, les frères Norlis s'imposèrent, souvent prospères, en partie parce qu'Élisabeth ne pouvait jamais les rejeter complètement. Ils étaient sa famille, et qu'elle le reconnaisse ou non, ils lui étaient indispensables. Les enfants de Catherine devinrent ses espions et ses conseillers, ses serviteurs et ses confidents, ses compagnons et ses armes. Grâce à eux, l'influence de Catherine persista pendant le règne de la reine, se faisant entendre de tous les recoins du pouvoir. D'autres filles de Catherine trouvèrent également des postes à la cour de la reine. Margaret et Elizabeth Norlis furent toutes deux dames d'honneur, leur présence rappelant constamment la mère qui avait autrefois veillé sur Élisabeth avec un dévouement indéfectible. Dans les couloirs de Whitehall, leurs noms résonnaient, leurs visages reconnus dans l'entourage de la reine. La servir reflétait le rôle de Catherine, comme si son essence persistait dans les espaces qu'elle avait occupés auparavant, désormais manifeste à travers les filles qui avaient suivi sa voie. Elles étaient inébranlables, secrètes et dignes de confiance, appréciées d'Élisabeth, malgré le sombre nuage jeté par leur sœur Lettice sur l'héritage familial. Cependant, même si les enfants d'Élisabeth prospéraient, le spectre des épreuves de Catherine continuait de hanter chacune de leurs vies. 16 fois, elle affronta les dangers de l'accouchement. 16 fois, elle lutta contre la mortalité. Et si elle survécut, le prix en fut évident. Les signes de sa persévérance étaient gravés dans son corps, l'agonie silencieuse d'une vie consacrée aux aspirations dynastiques. La médecine Tudor n'apportait qu'une consolation minime, sans solution efficace contre la fatigue, les fièvres, le traumatisme qui accompagnait l'accouchement. Chaque levée de son lit témoignait de sa détermination et de son rétablissement, non seulement de sa santé physique, mais aussi de sa volonté indomptable. Sa longévité jusqu'à la cinquantaine était remarquable, voire miraculeuse, et pourtant elle était assumée, considérée comme une obligation. Aux yeux de la société, sa valeur dépendait du nombre d'enfants qu'elle portait, un quota qu'elle remplissait avec diligence. Cependant, au-delà du nombre de noms et de titres, se cachait une femme qui s'investissait pleinement pour sa famille et sa reine. Les épreuves endurées par les femmes Tudor transcendaient le cadre de la maternité. Elles imprégnaient toute leur existence. Privées d'autonomie, elles étaient des pions dans les jeux de la lignée et de la propriété, leur mariage étant prédéterminé. Catherine, avec son statut privilégié et sa proximité avec le trône, ne faisait pas exception. Acclamée pour sa fertilité, vénérée pour sa loyauté, ses aspirations personnelles et sa vie privée restent peu documentées. Dans les moments de tranquillité, lorsque les bruits de la cour s'apaisaient et que les enfants sommeillaient, quels rêves secrets Catherine nourrissait-elle? Aspirait-elle à la paix, à une vie indépendante, à une identité libérée du devoir? L'histoire ne répond pas à ces questions.
Mais elle nous rappelle qu'au-delà de la politique et de son héritage, Catherine était une femme qui a vécu, aimé et enduré. Ses enfants étaient l'écho, retentissant de sa voix, s'exprimant non pas par des mots, mais par leur influence, leur mariage, leurs actes de défiance et leur loyauté. L'union scandaleuse de Létice avec Dudley résonna fortement à la cour. Le comté de Guillaume offrait une légitimité solide. La ferveur parlementaire de François était audacieuse et implacable. Ensemble, ils formaient un chœur qui a porté l'héritage de Catherine au plus profond des structures du pouvoir de l'époque élisabéthaine. Ils incarnaient sa résilience, témoignant concrètement de ses sacrifices. Tout au long du règne d'Élisabeth, la famille Norlis maintint sa présence, oscillant entre faveur et défaveur, sans jamais perdre de son importance. Malgré sa colère envers Létice, Élisabeth ne pouvait se permettre d'éloigner toute la famille par nécessité politique. Dans ce délicat ballet de colère et de pragmatisme, l'influence de Catherine Carré se fit une fois de plus sentir, guidant subtilement le destin de ses enfants, même d'outre-tombe. Son esprit persista dans les pensées d'Élisabeth, symbole d'une loyauté passée qui empêcha la reine de rompre les liens, même lorsque la colère l'appelait. La famille de Norlis servit à souligner le paradoxe particulier du règne d'Élisabeth. Cette reine, surnommée la Reine Vierge, était entourée de la descendance d'une femme symbolisant la fertilité de manière quasi mythique. 16 enfants constituèrent la preuve tangible de ce à quoi Élisabeth elle-même avait renoncé. La perpétuation des lignées et l'imbrication des liens de parenté dans la stabilité dynastique. Contrairement à Élisabeth, qui s'abstenait de mariage et d'enfants, Catherine se livrait à des excès. Leur récit formait deux aspects contrastés de la féminité Tudor. L'un façonné par l'absence de descendance, l'autre par le surplus. Entre eux se trouvait la réalité complexe de ce que signifiait être une femme dans un monde dominé par les hommes, où la succession était un spectre constant. Pour les descendants Norlis, l'histoire de leur mère était à la fois une question d'honneur et un fardeau. Ils héritèrent des rumeurs sur sa prétendue paternité, de la conjecture selon laquelle leur arrière-grand-mère, Mary Boleyn, avait donné à Henri VIII plus que ne le racontait l'histoire. Ils profitèrent des bienfaits de leur lien avec Élisabeth, mais ils affrontèrent aussi les dangers d'une trop grande proximité, d'une ambition excessive et d'une audace excessive. La chute de Létice démontra la rapidité avec laquelle Élisabeth pouvait changer, ainsi que les dangers de la transgression. Cependant, même dans cette chute, la famille Norlis persista, trop nombreuse, trop dispersée, trop indispensable pour être éliminée. Le ventre de Catherine Carré leur a donné de la force, ses sacrifices ont cimenté leur présence, et son influence les a maintenus en vie à travers les souvenirs. L'examen de la descendance de Catherine Carré révèle l'ampleur de son impact. Il n'était ni des figures saintes, ni de simples pièces sur un échiquier. Au contraire, ce sont des personnalités uniques qui ont façonné l'ère élisabéthaine, perpétuant les complexités de l'existence de leur mère. Ils ont incarné ses difficultés, tout en témoignant de sa réussite. Malgré la tendance de l'histoire à reléguer les femmes aux notes de bas de page, l'histoire de Catherine refuse d'être passée sous silence. Ses 16 enfants sont indéniables. Son rôle aux côtés de la reine est indélébile, et ses funérailles à l'abbaye de Westminster restent impérissables. Même des siècles plus tard, sa vie, marquée par ses fardeaux et ses sacrifices, mérite d'être reconnue. Le récit de Catherine Carré perdure, mêlé au règne d'Élisabeth, gravé dans le scandale de Létice, résonnant dans les discours de François, rappelé dans les titres de Guillaume, préservé dans le service de Marguerite et d'Élisabeth, évoqué dans les mariages d'Anne et de Catherine, et pleuré dans la brève vie de ses enfants disparus. Catherine Carré, mère de 16 enfants, cousine d'une reine, peut-être fille d'un roi, témoigne de l'influence secrète exercée par les femmes sous l'Angleterre des Tudors. Un pouvoir qui ne s'exerçait pas toujours par des couronnes ou des déclarations, mais par la résilience, la survie et un subtil façonnage des générations qui allaient porter son nom bien au-delà de sa tombe. Même après sa mort, la présence de Catherine Carré persista dans la vie de sa descendance. Au fil des années 1580, le monde gouverné par Élisabeth devint de plus en plus périlleux. L'Espagne apparaissait comme un adversaire outre-mer, la religion continuait d'empoisonner l'Angleterre, et les conspirations contre la vie de la reine se multipliaient d'année en année. C'est dans ce contexte que les fils de Catherine émergèrent,
façonnés par la force d'âme silencieuse de leur mère et la dévotion protestante inébranlable de leur père. Héritant non seulement de sa lignée génétique, mais aussi de sa stature, Élisabeth s'appuya de plus en plus sur la famille Tian-Nullus, tandis que les dangers l'encerclaient. Sir Francis Nullus le Jeune s'éleva au Parlement, voix puissante de la ferveur protestante. Ses paroles étaient acerbes, reflétant un homme confiant en l'intervention divine et la nécessité immédiate de protéger l'Angleterre de l'influence papale. Ses discours résonnaient des sacrifices consentis par sa mère, comme animés par un sentiment d'un but préétabli, comme s'il ressentait le poids de multiples dynasties. Il était implacable, ne craignant pas d'affronter ses adversaires, inébranlable dans sa conviction que le règne d'Élisabeth était à la fois sacré et précaire. Ses discours alimentèrent le cœur des appelants à la vigilance face à l'Espagne, préparant la nation à la tempête imminente. William Nullus, gagnant progressivement l'estime d'Élisabeth, devint un membre établi de la cour, projetant l'image d'un noble fiable, capable d'assumer les fonctions militaires et politiques. Son titre suprême, comte de Banbury, soulignait l'importance durable de la famille Nullus. Les titres n'étaient pas de simples honneurs. Ils signifiaient que les enfants de Catherine s'étaient établis parmi les pères éminents du royaume. William se conduisit avec grâce, symbolisant que les épreuves physiques subies par sa mère lors de ses 16 accouchements n'avaient pas été vaines. Pendant ce temps, Létice Nullus, bien qu'exclue de la présence de la reine, traça sa propre voie. Bien qu'Élisabeth ne lui ait jamais pardonné d'avoir épousé Robert Dudley, Létice demeura une figure influente. Létice donna naissance au fils de Dudley, Robert, affectueusement surnommé le noble lutin, qui laissait présager une dynastie potentielle susceptible de remettre en cause l'image établie d'Élisabeth en tant que reine vierge. Cependant, le garçon mourut prématurément, comme beaucoup d'enfants Tudors, laissant Létice endurer à la fois le poids du scandale et la douleur de la perte. Si Catherine avait survécu, elle aussi n'aurait connu que trop bien ce chagrin. Elle pleurait ses propres enfants, décédés en bas âge, ressentant une douleur sourde qu'aucune mère ne pourrait effacer de sa mémoire. Le chagrin de Létice faisait écho à la souffrance de Catherine, transmise de mère en fille par-delà la barrière de la mort. L'armada espagnole de 1588 apporta à l'Angleterre des épreuves sans précédent. Tandis qu'Élisabeth s'adressait à ses troupes à Tilbury, vêtue de son armure légendaire, les ralliant par des paroles qui résonneraient à travers l'histoire, les fils de Catherine Carré comptèrent parmi ceux qui portèrent le fardeau de la défense de la nation. Ils menèrent des hommes, servirent au Parlement et assumèrent des responsabilités au sein de la machine de guerre. Pour eux, défendre l'Angleterre n'était pas seulement un devoir envers leur reine, mais aussi un témoignage de la loyauté de leur mère. Catherine avait sacrifié sa vie au service d'Élisabeth, et ses fils la dirigèrent avec courage et sagesse. Leur présence durant ces années symbolisait l'importance croissante de la famille Knollys pour la préservation de l'Angleterre. Cependant, la grandeur de la guerre n'allégeait en rien le poids des obligations familiales. La lignée Knollys, forte de 16 branches, formait un réseau complexe de relations, de mariages et de rivalités. Les filles de Catherine étaient réparties dans des maisons distinguées, servant de lien entre la famille et d'autres noms importants. Margaret épousa la famille Carroll-Leighton, Élisabeth la famille Leveson, Anne la famille West et Catherine la famille Vaughan. Grâce à ces alliances, les enfants de Catherine perpétuèrent son héritage, liant sa lignée à des comtés à travers l'Angleterre. Chaque mariage transcendait l'affection. Il était question de stratégie, d'endurance et de croissance. Les filles de Catherine perpétuèrent la tradition d'être des pions dans la politique matrimoniale, tout comme elles l'avaient été. Leur valeur était déterminée par la descendance qu'elles portaient et les liens qu'elles nouaient, à l'instar de leur mère. Pourtant, le spectre du scandale hantait constamment la famille. Le mariage de Létus avec Dudley influença profondément la perception qu'Élisabeth avait de la lignée des Knollys. Malgré son pragmatisme, Élisabeth eut du mal à dissocier sa rancœur personnelle de ses considérations politiques. Chaque fois qu'elle rencontrait les enfants de Catherine à la cour, elle se souvenait probablement du parent loyal qui l'avait servi, et avait eu droit à de somptueuses funérailles à Westminster. Cependant, Élisabeth ressentit peut-être aussi la douleur de la trahison.
rappelant que le sein de Catherine avait donné naissance non seulement à des serviteurs fidèles, mais aussi à des rivaux pour son affection et son autorité. Ce paradoxe caractérisait la relation des Knollys avec Élisabeth. Aimés mais méfiants, indispensables mais détestés, parents mais adversaires potentiels. La fin du règne d'Élisabeth fut marquée par la fatigue. La reine vieillissait, sa cour devenait instable et la question de la succession prenait de plus en plus d'importance au fil des ans. Les enfants de Catherine, devenus adultes, naviguèrent dans ce contexte tendu. Ils durent trouver un équilibre entre leur loyauté envers Élisabeth et la préparation à ce qui pourrait suivre sa disparition. Car si Élisabeth mourait sans héritier, comme cela semblait de plus en plus probable, le trône reviendrait à Jacques d'Écosse, un roi dont la politique et le tempérament pourraient être défavorables à ceux qui prospéreraient sous son règne. Les fils et les filles de Catherine se positionnèrent stratégiquement, conscients que la loyauté manifestée à une génération pourrait ne pas garantir la faveur de la suivante. Pendant tout ce temps, le spectre de Catherine Carré planait. Avec sa manière discrète mais puissante, Catherine offrit à Élisabeth compagnie, fonda la famille Knollys et donna naissance à 16 enfants qui peuplèrent la cour longtemps après sa disparition. Lorsqu'Élisabeth contemplait Guillaume, François ou Marguerite, elle ne pouvait s'empêcher de percevoir une ressemblance avec la femme qui avait été à ses côtés, celle qui avait protégé ses affaires confidentielles. Et peut-être, dans ces moments de solitude, la reine se souvenait-elle de Catherine non pas comme d'une associée politique, mais comme d'une cousine qui aurait pu être aussi une sœur, si les rumeurs sur sa lignée étaient mondées. Cette hypothèse tacite enveloppait chaque rencontre, faisant de la famille Knollys une énigme qu'aucun rang ni aucune position ne pouvaient égaler. Les années 1790 furent marquées par de nouveaux troubles. La mort de Robert Dudley en 1588 mit fin à son mariage scandaleux, le destin agissant comme le dénoueur ultime. Létus se remaria avec Sir Christopher Blount, soldat et conspirateur, ce qui l'amena à s'impliquer davantage dans les bouleversements politiques. Lorsque Blount prit part à la rébellion vouée à l'échec menée par le comte d'Essex en 1601, le sort de Létus devint précaire. Bien qu'elle échappât à l'exécution, le spectre de la trahison planait sur son nom. Élisabeth, nourrissant un profond ressentiment, considérait probablement la fille de son cousin avec un mélange de colère et de compassion, symbole de la lignée de Catherine, source à parts égales de loyauté et de rébellion. Les fils de Catherine Carré parvinrent cependant à préserver leur position. Guillaume, comte de Banbury, jouissait d'une certaine importance et d'une certaine influence, offrant une stabilité à la cour. François poursuivit ses fonctions parlementaires, conservant son influence malgré l'adoucissement dû à l'âge. Leur endurance à une époque d'alliances fluctuantes ne fut pas une mince affaire, car de nombreuses familles nobles s'effondrèrent sous les caprices incessants d'Élisabeth. Malgré l'adversité, la lignée Knollys a perduré, portée par l'esprit indomptable de la femme qui l'a engendrée et de la reine qui n'a pas pu s'en défaire complètement. Ce qui retient notre attention à cette époque, c'est le contraste saisissant entre Élisabeth et Catherine. La reine, fidèle à son vœu de préserver sa virginité, symbole d'indépendance, est restée sans enfant, laissant sa dynastie sans héritier direct. En comparaison, Catherine a donné naissance à 16 enfants, créant une progéniture qui a rempli la cour et étendu son influence à tout le royaume. Ces deux figures, la reine sans enfants et la mère de 16 enfants, se reflétaient, incarnant les extrêmes de la féminité Tudor. L'une a défié les normes de son genre, utilisant sa virginité comme instrument de pouvoir. L'autre les a pleinement embrassées, son corps servant de moyen de continuité dynastique. Fait remarquable, les deux femmes se sont retrouvées liées au même trône, leur destin étant intimement lié d'une manière que l'histoire ne peut démêler complètement. Au tournant du siècle, le nom Knollys était devenu un élément durable de la tapisserie. À travers divers scandales, guerres, soulèvements et la faveur inconstante d'une reine, ils établirent leur permanence et devinrent partie intégrante de l'Angleterre d'Élisabeth. C'est grâce à eux que l'héritage de Catherine Carré perdura, non pas comme un symbole de grandeur, mais comme celui d'une femme dont les sacrifices façonnèrent une dynastie. Elle ne porta jamais la couronne, et pourtant ses descendants occupèrent des positions de pouvoir. Son nom n'apparaissait pas sur les décrets, mais son sang palpitait dans les voix qui s'exprimaient au Parlement. Elle ne dirigea pas d'armée,
mais ses fils défilèrent, sous des bannières hissées, au nom d'Élisabeth. Son influence fut subtile, à peine perceptible, mais non moins puissante que celle du monarque qu'elle servait. Alors que l'ère élisabéthaine touchait à sa fin, l'histoire de Catherine resta étroitement liée au destin du royaume. Bien que disparue, sa présence subsistait dans chaque scandale, chaque victoire, chaque action politique de ses descendants. Élisabeth, la reine vierge, ne put échapper au spectre de Catherine Carré, mère de 16 enfants. Catherine lui laissa bien plus qu'une simple compagnie de son vivant. Elle laissa aussi un héritage dans la mort. Son courage, sa douleur et son sacrifice donnèrent naissance à une génération qui façonna le destin de l'Angleterre, jonglant entre loyauté et rivalité, service et rébellion, famille et suspicion. La descendance de Catherine était son mémorial, la preuve tangible que même à une époque où l'on voulait réduire les femmes au silence, le corps d'une seule femme pouvait changer le cours de l'histoire. Alors que la dernière décennie du règne d'Élisabeth s'écoulait, l'Angleterre semblait vieillir avec elle. La reine, autrefois rayonnante d'esprit et de vitalité, portait désormais les marques du temps. Sa chevelure éclatante s'estompait sous des perruques, son corps affaibli par l'âge, mais elle s'accrochait obstinément à son trône, refusant de le lâcher, refusant de révéler qui lui succéderait. Au milieu des murmures étouffés de la cour et des jeux de pouvoir, une atmosphère d'ambiguïté planait. Malgré tout, les enfants de Catherine Carré continuèrent de s'épanouir au cœur de la cour, leurs vies marquées à jamais par les sacrifices de leur mère, enterrée à l'abbaye de Westminster. William Knollys, comte de Banbury, avait consolidé sa position au sein de la noblesse, n'étant plus un simple courtisan, mais un père du royaume. Sa position et son influence étaient reconnues, et stables. Il avait traversé les tempêtes du scandale et de la politique, sa loyauté envers Élisabeth étant indéfectible. Pourtant, comme tous ses contemporains, il comprenait que le règne de la reine ne durerait pas indéfiniment. Son regard se porta alors vers l'Écosse, où Jacques Saxe attendait la convocation qui le transporterait à Londres, sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre. Le statut de Guillaume était fort, mais le monde évoluait, et il devait préparer sa famille à ce changement. Francis Knollys le Jeune persistait à s'exprimer avec ferveur au Parlement, ses discours résonnant d'urgence alors que l'Angleterre était aux prises avec des questions de succession, de religion et de périls extérieurs. Bien que vieilli par des années de débats, son ardeur demeurait intacte. Dans son discours résonnait une résonance rappelant la ténacité de sa mère. La même détermination inébranlable qui l'avait poussé à travers 16 enfants résonnait en lui, tout comme la force d'âme silencieuse qui avait autrefois accompagné Élisabeth. François l'avait peut-être échappé, mais ceux qui le connaissaient ne pouvaient s'empêcher de remarquer l'essence même de Catherine en lui. Lettice Knollys, connue pour sa notoriété et son intrigue, atteignit ses vieux jours avec une réputation ternie mais captivante. Elle survécut à Robert Dudley, l'amoureux d'Élisabeth, et se remaria pour assister à l'exécution de son troisième mari pour trahison, suite au soulèvement du comte d'Essex. Malgré l'adversité, elle demeura inflexible, se comportant avec la dignité de celle qui défie une reine et en sort victorieuse. Par son charme, son dynamisme et sa résilience, elle reflétait sa mère, bien que dépourvue de la subtile retenue de Catherine. Lettice forgea son chemin par le défi, tandis que Catherine acheva le sien dans le calme, mais toutes deux possédèrent la même volonté indomptable, la même résistance à la disparition. Les cadettes de Catherine étaient désormais intégrées à la tapisserie aristocratique de l'Angleterre. Marguerite, Élisabeth, Anne et Catherine consolidèrent leur famille par le mariage, leur descendance prolongeant encore la lignée de Catherine. Robert, Richard et Thomas vécurent chacun leur vie, chacun avec des fortunes différentes, certains emportés par la maladie, d'autres par les périls d'un royaume où la mort était omniprésente. Pourtant, collectivement, ces enfants sans enfants constituèrent un monument vivant à la résilience de leur mère. D'une tige solitaire jaillirent 16 branches, chacune apportant un morceau de leur héritage vers des régions inconnues du royaume qu'Élisabeth elle-même n'avait jamais visité. Au-dessus d'elle se dressait Élisabeth, la reine vierge, approchant du crépuscule de son règne. Le contraste entre Catherine et sa cousine s'accentuait à chaque instant. Tandis que Catherine donnait naissance à une progéniture nombreuse, presque sans équivalent parmi les femmes de son époque, Élisabeth resta stérile.
Catherine offrit son corps au rythme incessant de la grossesse et de l'accouchement, compromettant sa santé et sa vigueur. Élisabeth renonça au mariage et à la maternité au profit de sa couronne, utilisant son corps comme symbole de pureté et d'autonomie. Elles incarnaient toute la féminité Tudor, mère de nombreux enfants et mère de personnes, l'une nourrissant par la fertilité, l'autre gouvernant par l'abstinence. Toutes deux affrontèrent des épreuves, toutes deux persévérèrent, et toutes deux laissèrent un héritage qui façonna le destin de l'Angleterre. En 503, à la mort d'Élisabeth, la question de la succession fut définitivement résolue. Jacques XVI d'Écosse monta sur le trône d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, unifiant les couronnes sous un seul monarque. La dynastie Tudor, dont les racines remontaient à Henri VII plus d'un siècle auparavant, disparut, laissant la place à la lignée des Stuarts. Malgré l'appréhension qui entourait les Stuarts, ils persévérèrent, comme ils l'avaient toujours fait. Leur loyauté envers Élisabeth ne faiblit pas avec sa mort. Au contraire, elle évolua, leur position étant préservée par le réseau complexe de mariages, de titres et de services orchestrés par Catherine des années auparavant. Ses descendants trouvèrent pied dans le nouvel ordre, préservant son héritage pour une ère nouvelle. Le fantôme de Catherine Carré continua de planer. Son inhumation à l'abbaye de Westminster témoigna de sa grandeur. Une personne hors du commun, dont la vie fut importante non seulement pour sa famille, mais aussi pour la reine elle-même. Les larmes d'Élisabeth ont révélé ce que l'histoire occulte généralement. Catherine était plus qu'une simple cousine, une servante. Elle était indissociable de l'essence même d'Élisabeth. Si les rumeurs sur la filiation de Catherine étaient fondées, si elle était vraiment la fille d'Henri VIII, alors Élisabeth pleurait non seulement une cousine, mais aussi une sœur, la seule à partager le sang de son père et le destin de sa mère. Ce secret, pourtant secret et puissant, pourrait expliquer le profond respect qu'Élisabeth portait à Catherine, ses efforts constants pour garder ses enfants près d'elle, même face à un scandale potentiel. La vérité sur Catherine demeure enfouie dans les ténèbres de l'histoire, mais le simple soupçon confère à son récit une richesse obsédante. Malgré tous ses sacrifices, Catherine Carré n'a laissé aucune trace écrite ni témoignage personnel, seulement des fragments. Les actes de son mariage, les noms de ses enfants, des aperçus de son service auprès de la reine et la splendeur de ses funérailles. De ces fragments naît le portrait, non pas d'un pion silencieux, mais d'une femme dont la résilience a marqué l'histoire. Ses 16 enfants n'étaient pas de simples devoirs, mais de monumentaux hommages à sa force de caractère, par l'intermédiaire desquels elle a influencé le Parlement, la noblesse et le cœur de la cour d'Élisabeth. À travers eux, elle a perpétué la lignée Boleyn, les échos des Tudors et le courage des femmes qui ont persisté dans un monde qui cherchait souvent à les anéantir. Imaginez la vie de Catherine, c'est se représenter la salle d'accouchement répétée sans fin, les cris étouffés par des murs qui les avaient trop souvent entendus, les draps trempés de sueur et tachés de sang, prêts pour la prochaine épreuve. C'est l'imaginer allongé, éveillé la nuit, tendant l'oreille pour entendre les pleurs d'un nourrisson, redoutant le silence qui pourrait suivre. Imaginez-la arpentant les couloirs de la cour, le corps las, l'esprit vidé, mais le visage serein, la loyauté, la mission accomplie. Imaginez-la debout, aux côtés d'Élisabeth, ajustant la tenue de la reine, murmurant des mots de réconfort, détenant des secrets qu'elle ne pourrait jamais exprimer à voix haute. Imaginez-la inhumée à Westminster, son corps enfin apaisé, tandis que ses enfants perpétuaient son héritage. Catherine Carré nous pousse à nous interroger sur ce que signifiait être une femme à l'époque des Tudors. Le pouvoir se conférait-il uniquement par les couronnes et les titres, ou résidait-il aussi dans l'endurance, la survie, la force d'âme silencieuse d'une mère qui avait donné naissance à 16 enfants et vécu pour les voir façonner un royaume? Catherine n'a jamais régné, et pourtant elle a influencé les dirigeants. Elle n'a pas dirigé d'armée, mais ses fils ont occupé des postes au Parlement et sur les champs de bataille. Elle s'est mariée pour d'autres raisons que l'amour, mais par ses mariages et sa descendance, elle a forgé des alliances qui ont assuré la longévité de sa famille. Catherine Carré n'a pas vécu sous les feux de l'histoire, mais dans ses profondeurs. Pourtant, sa présence dans l'ombre est essentielle au récit de l'Angleterre, tout comme la grandeur du trône lui-même.
Sa vie incarne une énigme, une femme bénie et entravée, vénérée et négligée, célébrée et méprisée. Elle était une parente, une confidente, une servante, une mère, peut-être même une enfant royale secrète. Elle était celle qui donnait tout, mais recevait si peu, la mère de 16 enfants qui se tenait silencieusement aux côtés de la reine vierge, figure spectrale dans les couloirs de Westminster, rappelant que l'histoire est gravée non seulement par les souverains, mais aussi par ceux qui la subissent. Son histoire, empreinte de lutte, de sacrifice et de survie, se conclut par un triomphe, car elle a finalement façonné une dynastie, soutenu un royaume et laissé un héritage indélébile que le passage du temps ne pourrait jamais effacer. Merci de votre lecture. Abonnez-vous pour en savoir plus.